UFC 311, les gars, la carte, comme disent les Américains, est stacked. Elle est dense, elle est chargée. Comme Jaja, ça fait plaisir. L'UFC qui sera de retour pour son premier pay-per-view de l'année le 18 janvier prochain, Los Angeles. Il nous avait habitués ces derniers temps à des pay-per-view. Bon, voilà, vous avez un gros combat, gros co-main event, et puis that's it. That's the tweet. Mais là, franchement, ça fait plaisir parce que Dana White, oui, Dana White lui-même a annoncé Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan en main event, à la surprise de personne parce que c'était teasé depuis un petit moment. Et co-main event, là ça nous surprend plus, mais ça nous fait plaisir, vous allez voir pourquoi. Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov, le combat qui a du sens. Et on rappelle, on avait fait un podcast dessus, qu'il y a également quand même Jiri Prochazka contre Jamal Hill également présent sur la carte, donc en co-main event selon toute vraisemblance. Mais voilà, ça fait plaisir de le retour avec des grosses cartes bien chargées. C'est parti, générique. D'ailleurs juste en parlant de charger, c'est officiel, les parfums Onae sont disponibles. On les teste faire ce genre de réclame comme ça là, mais c'est des bangers vraiment ultimes les gars. Packaging doux à souhait, parfum incroyable. Ben s'est surpassé. Ça fait quoi, peut-être 5 ans qu'on fait que de vous dire en podcast que ce monsieur est formidable. Bah là, il a réussi à passer la barre encore un petit peu plus haute pour nous. Donc bravo monsieur, c'est dispo, c'est sur Onae signature. Let's go. Soit. Trop bien en vrai l'UFC 311 là, avec le petit Merab en guise d'apéritif, hein. Bon, allez, si allez apéritif, non apéritif, ce sera Jamal Hill contre Jiri Prochazka, pardon, plat principal, ce sera Merab contre Umar Nurmagomedov. Clairement, je pense que vous qui regardez l'écran, si vous êtes fan hardcore, ça vous hype à mort. Si vous avez des potes qui regardent de manière un petit peu plus sporadique, pas vraiment, mais pourtant c'est vraiment un gros combat pour le titre. Moi j'étais vraiment hypé à partir du moment où l'UFC avait mis les deux face à face à distance lors de l'UFC Noche. Finalement ça se fait plus rapidement que prévu, et en plus Rust est venu avec le verbatim. On a un Merab qui est conquérant véritablement dans ce combat qu'on rappelle qu'il ne voulait absolument pas. Pas plus tard qu'il y a environ un mois, on avait quand même un Merab Dvalishvili qui, lors des espèces de petits face-à-face avec les fans ou des questions-réponses comme ça, où il était sur l'estrade, il avait réitéré en disant « Moi, je ne veux pas, il ne mérite pas Umar Nurmagomedov, donc moi, limite, je serais même presque plus chaud pour un combat revanche contre Sean O'Malley, machin. » Il s'était attiré vraiment l'ire des fans, et nous les premiers, parce que personne n'avait compris cette manière de procéder et sa volonté comme ça. Bon, du coup, ça en fait quelqu'un de carrément imprévisible, parce que littéralement, le mec s'est levé un beau jour, il a fait « en fait, sinon, finalement, j'ai envie. » Et donc, il y est allé, et d'après Dana White, la manière dont ça s'est passé, c'est, voilà le verbatim, la manière dont ça s'est passé, c'est Merab est venu dans le bureau, merde, oh là là, putain, attendez, je viens de me réveiller, pardon. Merab est venu au bureau assez tard hier soir, il nous a dit qu'il était fatigué d'écouter Umar lui manquer de respect, et qu'il voulait faire ce combat le plus tôt possible. Alors on a appelé Umar, il était en train de dormir au Daghestan, et il a dit Hell yeah, anywhere, anytime. Donc c'est parti, j'allais faire let's go, donc pour une traduction de Hell yeah, c'est parti, n'importe où, n'importe quand. Donc bon, comme quoi finalement c'est pas compliqué à faire en réalité, il suffit juste que les deux soient motivés et c'est parti. Mais ça doit être quand même assez frustrant parfois de la part de l'UFC, parce que bon, si c'est comme ça que ça s'est passé, ça veut dire que jusqu'à hier soir tard, quand Merab Dvalishvili a déboulé dans le bureau de Dana White, jusqu'à ce moment-là, c'était la galère parce qu'on rappelle quand même, Umar Nurmagomedov, il y avait eu une nouvelle qui était sortie, comme quoi il allait affronter Song Yadong, je ne savais pas trop quand. En décembre à Tampa, oui. En décembre à Tampa. On avait Merab Dvalishvili qui était en mode, moi, soit Sean O'Malley, soit même peut-être maintenant Petrian, après le combat qu'il avait gagné Petrian. Donc pour l'UFC, parce qu'il faut quand même que les combattants signent, donc l'UFC est quand même tributaire malgré tout des combattants ou pas.
Donc il devait être en mode putain mais quel bordel. Donc Oumar Nurmagomedov en mars, c'est pas possible parce qu'il y a le Ramadan. Oh là là. Et là, comme ça, d'un coup d'un seul, Merab se réveille et boum, et ça y est, ça se fait, et boum, c'est parti pour le 18 janvier, qui est quand même que dans un mois, donc ça va quand même super vite. Et c'est parti pour ce combat-là. Tant mieux pour nous, mais enfin tellement bizarre quoi, que ça se fasse comme ça. Tu le vois dire Hell yeah, Oumar? À mon hell yeah, et avec des gestes comme ça, je pense. Ouais, je Ouais, pense que pour c'était réveil. ça. Non, mais je pense. En vrai, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Merab, de toute façon, n'avait pas le choix d'affronter Oumar. Et honnêtement, les connaissants comme on les connaît, c'est vrai que le clone Nurmagomedov, ils aiment bien être prévenus à l'avance et savoir exactement ce qui va se passer. Mieux vaut le prendre avec une préparation relativement courte que si lui, il a 3 mois. Donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, stylistiquement, pourquoi moi, ce combat-là me hype? Parce qu'enfin, on devrait avoir quelqu'un qui pourrait rentrer dans l'art un petit peu de Merab Dvalishvili. Quelqu'un qui pourrait, qui va même, je pense, le regarder droit dans les yeux et puis le mettre dans le même mal, même en termes de striking. Mais bon, sportivement, je mets évidemment favori Oumar Nurmagomedov. Et ce qui est intéressant avec ce combat pour moi, c'est que Oumar favori, tu mets? ah ouais, ah ouais, Oh, tu mets, waouh. oh ok, ah ouais, moi je pense qu'Oumar va gagner. Oh, bah parce qu'en fait, moi, maintenant, j'ai quand même tendance à mettre Merab favori contre absolument tout le monde parce que, en fait, depuis, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le combat contre Petrian, en fait. Parce que Petrian, c'était stylistiquement, normalement, le cauchemar pour Merab Dvalishvili parce qu'il est bon partout, mais vraiment excellentissime partout, qu'il est bon sur 5 rounds et voire même de meilleur en meilleur, etc. Et que on se souvient ce qu'en avait fait Merab. Donc, en fait, moi, depuis ce jour-là, je me dis, peu importe si le mec a un point fort en lutte, peu importe s'il est chaud en striking, machin, moi, depuis Petrian, je pars du principe que en fait, faut impossible de parier contre Merab. Tu vois. Wow. Oui. Ouais, contre Merab. Ouais, non, bah, pour moi, honnêtement, un Merab, tout le monde, sauf Oumar, je le mets favori. Mais là, l'avantage d'Oumar, c'est un peu comme à la manière d'Islam Makhachev, c'est que t'as le plan A qui est celui qui avait Habib en son temps. Mais en même temps, quand ça peut être un peu compliqué ou quoi, bah, le mec peut laisser parler son striking. Le plan A, clairement, quand il était face à Sandhagen, bah, c'était le cas. Merab, on sait qu'elle est takedown, mais une fois qu'elle est takedown, bah, y a plus grand chose non plus. Oumar, il est très dangereux au sol également, donc vraiment, ça fait tout un truc où je pense qu'il sera jamais dans une position, enfin, faire suffoquer Oumar, moi j'ai hâte de le voir. La seule chose qui est intéressante en ça, mais non, j'allais dire, mais même pas, c'est qu'on l'a pour l'instant toujours pas vu en 5 rounds. Mais si, on l'a vu contre Sandhagen Si. en 5 rounds. Après, c'était un combat où il était clairement devant et c'est lui qui dictait le rythme, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à voir Merab s'imposer et à faire suffoquer Oumar Nurmagomedov. Parce que j'ai un peu l'impression que dans n'importe quel domaine, il sera dans la situation où il a envie d'être, tu vois. Ou en tout cas, même si c'est pas la situation dans laquelle il a envie d'être, mais pas en étant à type Sean O'Malley où ah merde, j'ai pas. Si ma même est qui me met un takedown, ça va pas le faire pour moi, non. Au contraire, je pense que Oumar, il sera même plus dangereux que Merab au sol. Parce que c'est vrai qu'il est sur une série quoi 11 décisions consécutives, je crois, Merab. Merab, ben, si on enlève le grappling et le sambo et qu'on fait donc sur Tapologie, donc il est sur 1, 2, 3, 4. Non, parce que contre Marlon Moraes, il avait gagné au deuxième round en ground and pound. Ah oui, pardon. Donc seulement 1, 2, 3, 4 décisions consécutives. Bon, enfin bon, après, si on enlève ce ground and pound, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que si c'est 4, 10, effectivement, il est sur ses 11 derniers combats, alors 11 victoires, mais il est sur 10 décisions et un arrêt de l'arbitre par ground and pound, mais plus lié à la fatigue, si je me souviens bien. Ouais, il était à bout de souffle. Ouais, donc en fait... Mais par contre, en vrai, c'est. Et donc, en main event, on aura Tsarukyan contre Islam Makhachev. À chaque fois, Habib sera dans le corner d'Islam et d'Oumar Nurmagomedov. Pour ceux qui adorent le grappling, ça va être un event de fou. Enfin, franchement, tu sais, j'ai vraiment l'impression, et les deux en plus, enfin, honnêtement, je pense que aussi bien pour Merab que pour Islam, c'est leurs deux plus gros tests dans la catégorie. Deux gars qui peuvent les regarder droit dans les yeux dans leur domaine de prédilection. Enfin, vraiment, là, l'UFC, ils se sont dit, bon bah ok, en décembre, on commence à lancer notre ligue de grappling, et en janvier, on régale tout le monde. Ouais, non, c'est vrai que pour le coup, j'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, j'ai vu Mikey Musumeci du coup à la pesée hier. Enfin, c'était marrant. C'est vraiment étrange sa manière de bouger, sa manière d'être. Il a 28 ans, hein, mais on dirait vraiment un enfant. C'est très bizarre. Et oui,
Et donc, effectivement, c'est clair que après, ça peut faire la fameuse, hein. Ça peut faire la fameuse. L'exemple qu'on cite tout le temps, bien sûr, c'est Colby Covington contre Kamaru Usman, où c'est deux lutteurs d'exception qui, en fait, quand ils se rencontrent, se nullifient et donc ça fait que du striking. Ouais, ce qui Jamais. serait pas plus mal pour nous, hein. Tu penses Oh, comment ça, jamais? Eh ben, moi je te le dis. Islam contre Arman, pourquoi pas? Islam contre Arman, pourquoi pas? Parce que au regard du premier combat qui a été quand même, physiquement, c'était très très dur pour les deux. Islam a pris le dessus. Peut-être qu'il y aura un petit gentleman's agreement. Bon, poteau, 25 minutes. Là, on va peut-être éviter de clamser. Et encore. Mais Merab, je ne le vois pas. Mais je ne le vois pas tenir même plus de 5 minutes comme ça. Tous ces combats, même contre Henri Cerudo, il ne veut pas de cette fumée. Il ne veut pas de cette fumée debout. Et a raison parce qu'il se fait clipper quasiment à chaque combat. Ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je serais quand même. C'est une certitude, effectivement, que Merab Dvalishvili, de toute façon, c'est ce qu'il a fait depuis littéralement le début de sa carrière, d'utiliser la lutte et sa pression pour être étouffant. Même si, contre Sean O'Malley, c'était étonnant, mais en tout cas au début, bon, même si on a bien un qui s'est fait calmer debout au 5e round, c'était lui, certes, mais il avait quand même montrer des progrès debout dans le combat contre Sean O'Malley. Enfin bon, de là à se dire, allez, je vais passer tout mon combat debout en striking, d'autant plus contre Oumar, qui est vraiment dangereux aussi, effectivement, il y a très peu de chance. Mais après, pour Islam contre Arman, bah, j'ai vu que c'était serré au sol, justement, mais ultra dynamique dans le premier combat, en vrai, et puis qu'il y a le phaser plan pour Islam, j'aurais presque envie de dire, vu l'ego des deux combattants, qu'ils ont peut-être même au contraire envie d'y aller, justement Oui. pour dire, ok, c'était un peu serré le premier, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de serré qui tienne, quoi. Ouais, au sol, hein, t'entends, hein, évidemment. Au sol. Ouais, je pense aussi, ça pourrait être vraiment intéressant. D'ailleurs, on va voir un petit peu, parce que vous savez, à chaque combat main event UFC, il y a un angle qui est poussé par l'organisation. Ça, j'espère que ce sera l'angle qui sera poussé, parce qu'il y a eu toute cette vibe de qui est le meilleur boxeur avec Max Holloway, Ilia Topuria, Dustin Poirier. Là, avoir un truc qui est le meilleur grappleur avec les deux qui s'affrontent, honnêtement, je pense que c'est les deux meilleurs chez les lightweight. Et si en plus, tu vois, ils peuvent vraiment aller là-dedans avant le combat, j'aimerais beaucoup voir ça. Et sur 5 rounds, ça peut être absolument incroyable. Et pour moi, c'est un peu le truc qui peut ajouter aussi, parce que tu vois, comme ça, on me dit Islam met KO Arman, je serais pas particulièrement choqué. Mais si tu te dis, il lui place une soumission, oh merde. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, si Islam réussit à soumettre Arman Saroukian, qui est. Enfin, vraiment, allez-y. Je sais qu'on le dit à chaque fois qu'on est relou de ouf, mais moi, je sais que, en tant que personne qui ne vient pas du tout des sports de préhension, grappling et tout, on se régale. Le petit se régale quand tu regardes Arman Saroukian contre Islam Makhachev. Ça n'arrête pas. C'est constamment des scrambles, des échanges dynamiques au sol où il n'y en a pas un qui veut lâcher. Ça part de position en position, c'est devant, derrière, partout. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel à regarder. Et vraiment, c'est le genre de bail, tu vois, on parlait de grappling, de la ligue de l'UFC, etc. Si tous les combats de grappling étaient aussi dynamiques, engagés, et alors là, mais il n'y a pas de problème. Le grappling explosera. Et c'est pour ça, effectivement, que pour Arman, ça peut aussi être un moyen de commencer un règne, si jamais il veut montrer de commencer un règne avec un des. Alors certes, ce sera du grappling, donc c'est jamais aussi bien qu'un Ilia Topuria qui met KO un Volkanovski et ensuite un Max Holloway, parce que voilà, c'est un KO, c'est quelque chose que tu peux en faire un highlight, tu peux le mettre sur des shorts qui durent 10 secondes et machin, certes, mais même si c'est des soumissions, commencer un règne en soumettant Islam Makhachev, ce serait, mais le monde du MMA explose en tout cas. Parce que là, il n'y a pas une personne sur Terre, je pense, à part peut-être le camp de Harman, qui met dans les possibilités sur le loto, qui met une soumission de Harman. Ce serait complètement fou, quoi. Du délire, du flagman de délire. Par contre, mais en restant réaliste, moi je pense que le combat sera extrêmement serré entre les deux. La raison penche en faveur puis le cœur, hein, pour ce que ça vaut, hein, les gars, penche du côté d'Islam Makhachev, mais je pense que ça va être vraiment très très serré entre les deux. Je sais pas en vrai, parce que en fait, il a été impressionnant, Arman Saroukian, et on a vu vraiment des progrès.
Et là, en réalité, depuis son dernier combat, il y a 6 piges contre Islam Makhachev. Sa seule défaite, c'est contre Gamrot. C'était archi serré sa mère. Et tout le reste, ce sont grosso modo des dominations, même si contre Charles Oliveira, c'est vrai que c'était quand même assez serré. Mais en fait, même s'il progresse et même s'il montre qu'il est bon partout, j'ai encore un peu quand même cette sensation que Islam, en termes de puissance et de capacité à finir, il a cette vitesse supplémentaire qui peut passer sur le muscle car que n'a pas Arman. Ça peut être après, ça peut être justement le moment où Arman se révèle, pardon, et où il montre que, et puis après on peut avoir un Arman s'il gagnait contre Makhachev, qui a ce fameux truc de quand tu deviens champion, tu deviens 30% meilleur. Et ça, honnêtement, vu la courbe de progression et vu les facilités et le talent de Arman Tsarukyan, je peux le voir sans aucun problème. Un Arman qui, ouais, jusqu'à maintenant, oui, c'était un peu chaud contre Oliveira, machin, Gamrot, il a perdu parce que c'était serré, mais il est tellement bon partout, tellement talentueux, tellement prodigieux qu'il devient champion, un truc se débloque dans sa tête en termes de confiance, et alors là, il devient intestable. Honnêtement, je peux vraiment le voir. Ouais, non, mais puis, en attendant. pardon. Oui, pardon. Je voulais juste dire par rapport à Tsarukyan que certes il a pas été champion, mais c'est vraiment un des gars, sinon le mec qui a eu on va dire j'allais dire le planning, non, le nombre d'adversaires les plus hardcore à l'UFC sans être champion. Parce que le gars, en fait, il a que des gars qui sont pas connus, mais je veux dire, Ismagulov, quand il se le prend, personne n'a envie de le prendre, ce gars-là. Il est plus à l'UFC aujourd'hui, mais il est sur 2 victoires consécutives, et c'était vraiment un cauchemar. Il y a quelques années de ça, on se disait, peut-être pas champion, mais tu vois, il va emmerder beaucoup de monde. Il entre à l'UFC, il se prend, donc, premier combat, Islam Makhachev, deuxième combat, Aubin Mercier, troisième combat, David Ramos, donc à chaque fois des gars qui sont des cauchemars au sol. Il y en a un qui est donc David Ramos, ancien champion du monde de JJB, Olivier Aubin Mercier, crack de chez crack en judo, champion du PFL depuis. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que certes, quand il roule sur des mecs, bah il a aussi cette capacité de rouler sur les gars à la manière d'Islam Makhachev quand ils n'ont pas de réponse au sol, mais sinon, il se prend tous les gars qui sont complets, type justement Gamrot, qui sont polonais dont personne ne veut, mais faut quand même se les farcir, et quand il y a le combat contre Gamrot, il perd de peu, mais c'est du MMA total, comme vous en voyez extrêmement rarement. Donc c'est pour ça que tu vois, moi je mets ça un peu entre parenthèses, le fait qu'il n'ait pas été particulièrement impressionnant, parce qu'à chaque fois il se tape les mecs dont personne ne veut, et vraiment moi le combat contre Charles Oliveira, j'avais sentiment, je sais pas toi, mais et c'était un peu dommage parce que c'était l'UFC 300, mais qui venait pas pour faire du Arman comme d'habitude, mais que t'avais ce côté, putain, je sais que si je gagne, je sécurise, et je l'ai quand même vu dans le dernier round, tu vois. Ouais, absolument. Oui, non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que maintenant qu'il a le title shot, ce qu'il voulait absolument, quoique, j'allais dire, bah du coup, peut-être qu'il va se révéler et justement y aller à fond. Mais s'il a été calculateur sur ce combat avec Charles Oliveira, peut-être que... Enfin, j'ai envie de dire... bon courage pour essayer d'être calculateur sur un synchrone contre Islam Makhachev quand même, hein, je pense. Donc probablement que le niveau va être tellement élevé en face de Arman qu'il va être obligé littéralement d'y aller à 100% sur tout ce qu'il fait, je pense. Je pense aussi. Et puis des deux côtés, il va falloir y aller à 100%, parce qu'Islam, on le rappelle, hein, il s'était fait ouvrir, pas dans le sens global, mais il avait une coupure contre Dustin Poirier, combat beaucoup plus chaud que prévu. Donc il va falloir aussi mettre les points sur les i et montrer vraiment qui est le patron de cette catégorie lightweight, et surtout Islam Makhachev qui a l'occasion d'égaler le record de Khabib de défense de ceinture dans cette catégorie. Et oui, le temps passe. Le temps file et tout va bien. Purée, c'est... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il l'avait déjà dépassé depuis longtemps. Je sais pas pourquoi. Ah bah d'accord. Attends, j'ai peur de dire des bêtises. C'est 3 défenses de ceinture pour Khabib Nurmagomedov. Et donc là, on est sur 1, 2, 3. Voilà, il aura l'occasion de battre le record de Khabib Nurmagomedov. Eh oui. Complètement dingue. Je sais pas ce qui a fait que... Peut-être que c'est... Bah, il est à... Ouais, c'est ça, à peu près un combat par an depuis... Ouais, non, quoique même pas. Depuis 2022, il y a plutôt 2 combats par an en moyenne. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, bon, en tout cas, ce serait donc là le passage de flambeau ultime. En plus, avec Khabib dans le coin, en vrai, ce serait magnifique. Mais non, en vrai, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Et puis en plus de ça, il y a moyen que le combat. Alors, il y a pour la trilogie du banger, bon, sportivement, bon, alors là, vous ne pouvez pas faire plus haut niveau que ça. Je dis tout le temps ce que c'est la trilogie du banger. Est-ce qu'il y a du drama ou pas? Je sais que c'en est un des deux. Pas forcément, je crois qu'ils se cherchent pas trop les deux. Oh, c'est marrant parce que
Arman Tsarukyan, on sait qu'il a le sang chaud, et j'en veux pour preuve le fait qu'il allait cartonner un mec dans le public littéralement pendant sa propre entrée dans son dernier combat à l'UFC 300. Donc, et puis que voilà, il est tout le temps en train de. Enfin voilà, faut pas le faire chier, quoi. Visiblement, Arman Tsarukyan, il démarre assez rapidement. Contre Islam Makhachev, j'ai pas eu l'impression du tout qu'il y avait de. Ou je les ai oubliés, hein, mais tu sais, de trash talk ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, a priori, ça va rester tranquille. Et puis c'est quoi déjà? Mais je suis vraiment ouf, moi. Trivia banger, sportif. Il faut du drama en dehors de la cage et. Et y a pas une question de hype ou je sais plus trop quoi? Et c'est ça qui manque à mon avis. Ouais, vraiment, je le note. Ouais, vraiment, je note qu'on en parle. ce théorème. Mais à chaque fois, on fait les malins, on utilise le truc et on oublie toujours ce que c'est en fait. Enfin bref, sacré théorème. Mais en tout cas, vivement. Mais je pense, mais t'as cette vibe un peu de style complètement différent en termes de combat, mais tu vois, Dustin Poirier, Justin Gaethje, quand ils sont affrontés pour le BMF, où pas du tout de trash talk, les mecs se respectent, mais ils savent que bah à la fin de la soirée, il y a un mec qui va prendre cher, et là je pense que tous les deux, dans un style différent, mais c'est en mode ça va être 25 minutes vraiment hardcore, donc et puis tu vois, l'un comme l'autre ne peuvent pas y aller en mode bah de toute façon tu vas faire la serpillière, parce que non, faut quand même se farcir l'autre bug. Ouais, ça c'est tellement ouf de se dire que c'est des combats où ils y vont en se disant il y en a un de nous deux qui va pas se réveiller dans les 25 minutes qui arrivent là. C'est tellement fou quand même quand on y pense d'être des humains comme ça. Mais ouais, mais en tout cas non vraiment, bah je suis vraiment content, hâte d'y être. Et puis ce qu'on se faisait comme réflexion juste avant le podcast, c'est on aimerait bien savoir quand même. Bon alors visiblement pour Merab contre Oumar, ça s'est réellement fait là, puisque même s'il y avait des tractations, c'est donc Merab qui a décidé il s'est réveillé machin. Mais c'est fou quand même de se dire qu'effectivement, c'est que dans un mois. Enfin, c'est. Je pense savoir pourquoi. J'avais complètement oublié ce point-là. J'espère que les combattants sont au courant depuis plus longtemps, mais c'est vrai que s'ils ont un mois et demi, c'est un peu juste. Je me disais, pourquoi est-ce que l'UFC annonce si tardivement, en tout cas de plus en plus tardivement globalement, à part quelques événements quand vous voyez Madison Square Garden, en plus j'ai mon stylo, ça fait mec très intelligent, Madison Square Garden ou International Fight Week. Enfin, c'est quand même compensé par la casquette à Ellis. Oui, c'est vrai. c'est vrai que c'est terrible ça. T'as tout de suite l'air beaucoup moins crédible, comme quoi le style vestimentaire, hein, les gars, hein, on a beau dire. Hein. Ah bah oui. Et donc, je pense que c'est aussi au niveau des places, des billetteries. Parce que c'est vrai que si t'annonces des événements longtemps à l'avance, le mec, et surtout quand on connaît les prix des places aux États-Unis, $700, est-ce que tu vas pas dire, ah putain, mais je vais peut-être attendre pour cet événement-là? Alors que là, typiquement, ils annoncent tardivement janvier, c'est le seul qu'on a pour l'instant. T'es fan, t'es entre la Californie, le Nevada et tout, t'as envie de faire plaisir à tes gamins ou je sais pas trop quoi, enfin t'as envie d'une grosse sortie. Bah tu vas peut-être privilégier cet événement plutôt que de dire ah j'attends peut-être mais putain il y a quand même 3 gros combats là, qu'est-ce que je fais? Peut-être que c'est pour ça que l'UFC annonce assez tardivement maintenant, pour que les gens aient moins le temps de se dire on a le choix et on va plutôt attendre cet événement là qu'un autre. Et du coup la logique ce serait qu'en gros en annonçant tardivement tu maintiens du suspense qui peut plus faire attendre les gens que si tu l'annonces tôt et que du coup les gens sont en mode ça nous intéresse pas suffisamment. Ça ne marche pas. J'ai peur de pas avoir. Ça ne marche pas mon argument. Ça ne marche pas effectivement. Non, en fait, j'ai répondu à un truc. Pardon, je voulais dire. Donc, c'était pas du tout pour ça. Autant pour moi. Moi, c'était plus pourquoi l'UFC n'annonce qu'un seul. Ça te réussit pas là. N'annonce qu'un seul événement. Et que du coup, tu vois, t'as pas les main events des événements. Par exemple, on n'a pas le main event du mois de février. On n'a pas le main event du mois de mars. Et donc, du coup, si toi t'es client, tu te dis ah bah je vais plutôt prendre celui-là plutôt qu'attendre le prochain. Parce que sinon, peut-être que tu te dirais ah bah je vais peut-être acheter mon billet pour février. Alors que là, le seul gros qu'il y a, tu te dis bon bah je vais acheter toutes mes places pour le mois de janvier. Ok. Ça a un peu plus de sens. Et sachant que de toute façon, hein, et oui, pardon, j'ai remarqué ça aussi, et ça va aussi dans ce sens-là au niveau des ventes de billets, c'est que désormais, l'UFC, quand vous regardez bien, ils annoncent les cartes, main, co-main particulièrement, une semaine avant ou quelques jours avant la vente des places, que ce soit par leur pré-vente ou autre. C'est vraiment intimement lié aux ventes de places, toutes ces annonces. Il y a très rarement ce truc de on annonce le combat et puis ensuite non, pour qu'il y ait vraiment, je pense à mon avis, que ce sentiment d'achat un peu compulsif chez certaines personnes, et je pense que l'UFC essaye de banquer là-dessus. Ouais, t'as raison.
En fait, ça doit être même, c'est même sûr que c'est ça la première raison. En fait, c'est vrai que je suis bête. La Bah, plupart du temps, hein, quand on est dans typiquement l'événement UFC France, ils ont pas besoin de ça parce qu'il y en a qu'un seul et ils ont commencé à oui, vendre des places. Il y avait même pas de combat qui était officiellement annoncé. Mais quand c'est un endroit comme Los Angeles où vous avez les Lakers, les Clippers, les Rams, les Dodgers, enfin bref, vous avez absolument plein d'équipes et plein d'attractions, d'entertainment tout simplement. C'est ce que Dana White disait d'ailleurs, hein. Lui, sa compétition, c'est pas les autres ligues de MMA, c'est qu'est-ce qui se passe le samedi soir. Ça, c'est sa compétition. Et pour lui, il faut se dire que le samedi soir, on passe devant l'UFC. Et quand vous êtes dans une ville comme Los Angeles, il y a pas mal de compétitions, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont cette stratégie assez agressive sur cette carte à Los Angeles. le samedi soir, on passe devant les autres ligues, tu veux dire? Non, en gros, il y a quelqu'un qui lui demandait qui vous considérez comme votre compétition, et lui, sa compétition, c'est n'importe quel loisir que tu peux avoir le samedi soir. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Ouais. Donc quand je dis Oui, ça, ok, c'est ok. tu vas à l'escalade, c'est sa compétition à lui. Ok, putain. Bah stylé en vrai. Bah là, tu peux pas du coup faire plus ambitieux. C'est que la compétition, c'est quoi que tu fasses le samedi, tu vas pas le faire, mon pote. Tu vas avec nous. Un dîner avec ta Ouais. femme, allez, c'est parti. Non, Bon. non, non, non. Viens par ici, sinon c'est la gifle. Mais c'est stylé. Du coup, c'est. Bah là, tu peux pas faire effectivement plus ambitieux. Mais ouais. Non, mais du coup, c'est énorme carte effectivement quand même. Ça fait plaisir. Mais énorme carte. Mais comme tu disais aussi. Comme celle-ci finalement, celle-ci elle est ultra chargée, tout le monde se paluche et a raison, tu vois, chez les Ouh. fans hardcore. Ouais, non, non, non. Ouais, ok, Ah non mais ok, regarde, pardon. tu l'as dit toi-même que si t'étais un fan casuel, enfin un fan occasionnel, tu connais pas forcément des mecs comme Oumar Nurmagomedov, Merab Dvalishvili, Islam Makhachev. Non, même si t'es un fan occasionnel, peut-être pas Islam Makhachev, mais pour les fans hardcore, c'est fou. Comme cette carte-là du UFC 310 pour moi. Ok, non, pour moi la 311 est un peu au-dessus. Parce que t'as certains des favoris des fans, tu vois, Prochaska c'est un peu à la manière de Charles Oliveira, tu vois, il est pas champion, mais tu sais que tu vas regarder quand il y a Ouais. quand il y a Jerry Prochaska qui combat. Le duo quand même, main co-main, t'as deux combats pour le titre, UFC 310, tu n'as qu'un seul combat pour le titre. Non, Ouais. je trouve que elle est un peu au-dessus. Elle est un peu au-dessus. Cette carte du 310, elle est vraiment Ouais. pas pour les connaisseurs, mais je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis, et puis il y avait Belal d'ailleurs, donc il ne manquait finalement que lui et peut-être Leon Edwards. Tu sais, ils ont mis tous les mecs qui sont trop forts, mais ultra chiants. Enfin, littéralement, quand tu Ouais. fais la balance, si on avait un petit histogramme, c'est ça, un petit graphique, pardon, avec d'un côté le mec le plus chaud et ici le gars le moins Ouais. spectaculaire, bah ce serait tous ces mecs là, tu vois, tous les mecs qui sont en haut, ils seraient sur cette carte là. Donc j'ai vraiment C'est cette vrai. vibe là parce que même tu vois Volkov, Cyril, c'est pareil, les gars sont trop forts, mais Volkov, bon bah c'est pas le gars en dehors de ses réseaux sociaux qui brille par sa personnalité. Cyril, c'est le bon gamin toujours joyeux, mais tu vois on aimerait bien qu'il rentre un peu plus dans l'art et on a l'impression qu'il y a ça pour tous les gars. Exception faite de Kaya Sakura évidemment, qui vraiment Ouais. c'est pour l'instant. Eh mais Vous, lui, ouais, on le découvre, hein. c'est ça, ouais. Non mais c'est une dinguerie parce Ah que là ouais. il y avait un tweet là-dessus. En gros c'est une superstar au Japon, mais quand on dit superstar, Rusty, il a 127 vidéos sur sa chaîne YouTube qui ont passé le million de vues. À titre de comparaison, je crois qu'Adesanya il est genre à 22, tu vois. Après bon, et Waouh. parce que j'ai été regarder, bon sa chaîne existe depuis genre 10 piges, hein, et puis il faisait énormément de vues il y a 5 ans aussi, parce que c'était vraiment plus un créateur de contenu qu'un combattant, mais quand même, enfin, tout ça pour dire que le gars est une vraie star au Japon, et en plus là il a fait ses petites interviews avec Nida Drama Co, il fait des réponses, enfin il a pas peur d'y aller franco, et pour moi c'est parfait, parce que le public américain il adore ça, ils vont découvrir un mec, là la conférence de presse, j'espère aussi qu'il va être aussi aiguisé dans ses réponses parce que ça peut aller extrêmement vite. Regardez Sean Strickland et en plus, à la différence de Sean Strickland, il a un style extrêmement spectaculaire. Donc ça peut être très bien. Ben ouais, et pour vous dire, en fait, moi je connaissais donc le combattant Kaya Sakura parce que Mais bah pas voilà, comme il l'homme. avait combattu des très gros. Ben ouais, mais vraiment, c'est pas l'homme qui prend la mer. Et là, c'est le fait de l'avoir découvert, je crois que c'était la première fois où je le voyais dans des situations comme ça, calmement, où il était donc avec Nina Drama. Et le fait qu'il balance calmement, mais vraiment j'étais choqué, mais il est trop stylé déjà. Faut savoir que la manière dont il se tient, t'as l'impression d'être dans un film constamment en fait. Et il s'en bat la race de dire des trucs qui lui passent par la tête et machin. Et là, c'était des bails. Il était avec Nina Drama et en gros, il explique.
Il explique que bah voilà, il prend des bâtonnets de gelée royale de miel, il me semble, et que bah, ça permet d'avoir des érections qui durent 3 jours. Et après, tout calmement, comme ça, les mains dans la poche, avec sa petite posture, il annonce et moi, tu sais que moi, je peux baiser 5 fois de suite, hein. Mais en fait, et tu sens qu'il le dit pas pour être marrant ni quoi que ce soit, il est juste en mode ouais, bah voilà, c'est. Enfin, tu sens qu'il a tellement aucune insécurité et qu'il est tellement à l'aise avec lui-même qu'il peut balancer n'importe quoi, il s'en fout et il y va, tu vois. T'as dit qu'il prenait quoi pour un pote? Mais alors, c'est de la gelée royale. Mais alors, le problème, c'est que, tu sais, en plus, j'ai bugué parce que quand j'ai vu la vidéo de Nina Drama, en plus, après, bah, j'imagine que c'est pour pas faire de la pub gratos à une marque parce que bah, c'est le business et voilà. Donc, elle a mis un truc pendant une demi-seconde avec un truc de gelée royale au début de la vidéo avec Aya Sakura. Et le truc que je pige pas, c'est que mes parents m'avaient acheté de la gelée royale il y a quelques années pour que je goûte. N'allons pas Et sur je ce pense pas que sujet. c'était ça. N'allons pas Ouais. sur ce sujet. Et je pense pas que c'était pour ça. Donc, et ça m'avait pas fait du tout cet effet-là. Mais après, il parle. Non, mais après, il parle de bâtonnets dans la vidéo de Kaya Sakura. Moi, c'était des trucs où tu. T'avais le plonges une bâtonnet petite cuillère et aussi, ton- mais c'était différent quoi. Bah, alors, justement, j'avais pas eu le bâtonnet pendant 3 jours. Donc, il y a peut-être des trucs de gelée royale différents, mais je sais pas. Mais bon. Ah, Enfin, bref. on demandera à tes parents, on verra. On organisera une rencontre entre mes parents et Kaya Sakura. Je pense qu'il faut. Oh bordel. Enfin, on a terminé pour ce petit pot pourri UFC 311, UFC 310. Enfin, on est entre nous. Ciao, my sweet pea, les gars. Sweet protein, moins 30-40% minimum J'en ai, sur mais dans tout ma my valise, sweet là. pea. Avec le code la sueur, donc complément alimentaire, les fringues, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, holy moly, évolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, des gros sachets, les petites pochettes individuelles, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Il y a aussi les calendriers de l'avant. Il n'est pas trop tard, messieurs, dames. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Mais allez-y quand même parce qu'on est le 5 décembre. Bah oui, quand même. Bah, il reste 20 jours, ça va. Et code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. C'est... I'm fucking coming for you!